Nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes très nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental Dominique Bousquet, il ne va pas tarder à arriver, donc il aura le temps de parler. Madame la conseillère départementale et maire du Lardin également, Francine Bourrat. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs représentants les autorités militaires, Monsieur le chef de centre des sapeurs-pompiers, qui est à Mayotte actuellement, mais qui est bien représenté, Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers et anciens pompiers, Mesdames, Messieurs responsables des différentes administrations, des associations, chefs d'entreprise, professions libérales, commerçants et artisans, Mesdames, Messieurs chères Tenonnaises, chers Tenonnais, Mesdames, Messieurs représentants les médias Sud-Ouest, Eva News, Cristal FM. Merci de votre présence aussi nombreuse, j'en suis particulièrement honoré. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette cérémonie des vœux, moment de convivialité et de partage. Ce moment que nous apprécions nous donne l'occasion de rappeler toute notre gratitude aux forces vives de notre commune. Artisans, commerçants, agriculteurs, chefs d'entreprise, professions libérales, responsables d'administration, organismes sociaux et services à la personne, notamment la DMR. Bonne chance à tous les commerçants et artisans installés récemment sur notre commune. Mes plus vifs remerciements aux pompiers qui assurent tous les jours les secours aux personnes et aux biens. Je remercie également toutes les associations de la commune. Grâce à tous ces bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre commune. C'est une synergie entre dévouement et investissement de temps au service des autres, contribuant ainsi à l'intérêt collectif. Bienvenue à tous les nouveaux habitants. N'hésitez pas à venir me rencontrer. Je rappelle que je reçois ce rendez-vous toutes les semaines. Il suffit de passer ou de téléphoner au secrétariat de mairie. J'en profite aussi pour remercier les élus qui m'entourent pour leur investissement au sein de la vie municipale. Les adjointes, adjoints et conseillers délégués, Nicole, première adjointe, qui s'occupe de l'administration générale et de la communication, Roland, qui s'occupe de la voirie, Adeline, de la vie associative, Stéphane, de la vie culturelle et sportive, Dominique, des travaux, Christophe, de la voirie et des travaux, Laurence du social. Les conseillères et conseillers municipaux, Micheline, Marie-Noël, Karine, Nadine, qui font partie de la commission vie locale, Olivier et Samuel, qui font partie de la commission travaux et de la commission vie locale également. Encore merci à vous pour votre soutien pendant toutes ces années. Mes remerciements s'adressent aussi au personnel communal, secrétaire titulaire et remplaçante, agents en charge de la gestion des bâtiments communaux, services techniques, éducateurs sportifs, agents des écoles et affectés au collège. Ceux-ci s'investissent pleinement au quotidien dans leur mission de service public avec un travail de qualité et beaucoup de sérieux. Et nous savons tous que c'est parfois compliqué. Au niveau du secrétariat, nous avons Émilie, secrétaire générale et directrice du personnel, Christine, secrétaire, Carole, secrétaire, absente en arrêt maladie actuellement, Odette, secrétaire remplaçante, Aurélie, secrétaire remplaçante, Agnès, secrétaire remplaçante, Régine, secrétaire remplaçante. Vous me direz, on a beaucoup de remplaçants, mais elles ne travaillent pas toutes 35 heures. Hein. Avec l'implication de toutes, nous avons pu assurer notre mission de service public dans les meilleures conditions possibles, surtout dans ces derniers mois. Pour les services techniques, nous avons Mika, chef cantonnier, en arrêt de travail suite à un accident sportif, mais il ne va pas tarder à reprendre. Raphaël, responsable adjoint, Bruno, Denis, Philippe et Léo. Eux aussi ont compensé une absence en s'impliquant avec sérieux et compétence. Pour les agents des écoles et le collège, nous avons Nathalie, Virginie, Sandrine, Dany qui est en absence de maladie actuellement,
Nadia, Marie-Josée et France, avec le renfort de Cindy pour les écoles. Pour les agents en charge de la gestion des bâtiments, nous avons Mathieu, Cindy, Antoine. Pour les animateurs sportifs, nous avons Seb et Telly. Je souhaite un bon rétablissement à celles et ceux en arrêt de travail, Carole, Dany, à Laurent qui est en longue maladie et une bonne retraite à Martine. J'ai une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui souffrent terriblement des conséquences du passage du cyclone en décembre. Malheureusement, beaucoup de morts, de disparus, de blessés et des dégâts très importants. Il est possible de faire des dons par l'intermédiaire d'un grand nombre d'associations, à savoir la Fondation de France, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire et bien d'autres encore. Une urne est à votre disposition à la mairie, mais uniquement les dons par chèque. Un petit salut à Thierry Duciot et à tous les pompiers qui sont partis à Mayotte. Le travail qu'ils font est primordial et ceci dans des conditions difficiles. Je vais maintenant faire un petit point sur les différents projets réalisés ou en cours sur notre commune. Les berges de l'étang. Depuis 2022, nous avons entrepris un renforcement des berges. Cette restauration écologique par technique végétale a été confiée au syndicat mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne. Des travaux de voirie ont également été réalisés pour mieux sécuriser la route. Sur la partie rénovée des berges, le stationnement sera interdit. Il sera nécessaire de faire preuve de bon sens et d'utiliser les parkings à proximité. Le coût total sur 3 ans est d'environ 100 000 €. Pour 2025, il reste à finaliser les abords de la guinguette. La sécurité routière. Une étude importante a été faite avec la collaboration de l'agence technique départementale et des services voirie du département, que je remercie. Environ 10 secteurs ont été étudiés pour un coût global de plus de 300 000 €. Tout ne pourra pas être fait. Un programme de travaux a été engagé sur une durée de 6 ans minimum, soit de 2024 à 2029. Plusieurs rues ou routes ont été limitées à 30 km/h. Rue de la 4e République, rue Victor Hugo, rue Edmond Rostand, rue Charles Baudelaire, rue François Villon, route de l'Étang. Ça faisait des années que pas mal d'habitants disaient les véhicules passent trop vite, ils roulent trop vite. Bon, quand j'en ai eu un peu marre, je me suis dit, bon, mais on va mettre des rues à 30 km/h, et là, ce sera peut-être mieux. Donc, il va falloir être vigilant, parce que les gendarmes seront là pour surveiller et verbaliser. Les passages piétons ont été refaits en neuf, avec en plus des bandes résine pour une meilleure visibilité. Et également beaucoup de marquage au sol sur plusieurs des places. Nous avons eu soutenons aussi, comme dans toutes les communes, des travaux de fibre optique. Des travaux importants ont été réalisés en 2023 et 2024. Le syndicat mixte numérique Périgord Numérique a confié cette mission à la société NGE. Actuellement, chaque habitant peut demander le raccordement à son opérateur téléphonique. Pour les entreprises, ce projet s'avérait nécessaire et primordial. Alors que le haut débit a permis l'explosion de l'Internet de masse, la fibre optique permet des vitesses de transfert sans commune mesure avec les réseaux existants, environ 100 fois plus élevées que le réseau actuel en cuivre. Au niveau de l'eau potable, en 2023, nous avons commandé une étude diagnostique et un schéma directeur du système d'eau potable a été validé. Le rapport va nous être communiqué dans les jours qui suivent. Par la suite, il sera nécessaire d'engager un certain nombre de travaux. En effet, sur certains secteurs, les réseaux sont fragilisés, d'où de multiples fuites. Mais nous devrons tenir compte du transfert de cette compétence à un syndicat ou à la communauté de communes en 2026. Par délibération du conseil municipal, nous avons demandé notre adhésion au SMAEP du Périgord-Est, c'est-à-dire le syndicat mixte d'adduction en eau potable. Je remercie le président, M. Desmaisons. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et le syndicat nous a acceptés sans aucun problème. Donc ça nous fait plaisir. Maintenant, il ne reste plus qu'aux communes également à délibérer. Mais bon,
J'ai pas trop de doutes sur ce sujet, n'est-ce pas, Jean-Louis? Merci aussi à Veolia pour tous les services rendus et leur réactivité face aux incidents signalés. Merci à nos deux interlocuteurs privilégiés, Julien de Souza et Jean-François Genève. Pour la défense incendie, là aussi, nous avons maintenant l'obligation d'avoir un point de défense incendie, bâche ou poteau incendie à moins de 400 mètres d'un ensemble d'habitations, ce qui n'était pas le cas dans les années passées, parce que bon. C'est pourquoi, avec l'aide du SDIS, les pompiers, nous avons élaboré un schéma communal de défense incendie. 5 secteurs ont été ciblés en 2024. Des bâches ont été installées avec aménagement, le sol, grillage, des conventions avec des propriétaires aussi pour aménagement d'étangs ou de mares. Le coût est d'environ 20 000 €, avec une aide de la Comcom d'environ 3 000 €. Et nous allons continuer ces investissements pendant au moins 4 ou 5 ans parce qu'il va falloir couvrir toute la commune. Je rappelle aussi qu'Enedis a fait des travaux importants sur la commune d'enfouissement des lignes électriques à moyenne tension qui ont commencé en 2023 et se sont achevées en 2024. Cela a causé quelques désagréments, bien sûr des coupures. Et en plus, il y a eu du vent, donc il y a des arbres qui sont tombés sur des fils, qui ont fait des coupures également, qui ont duré un jour et demi. Et là, ça va vite. Dès que les gens n'ont plus d'électricité au bout d'un ou deux, le téléphone sonne de tous les côtés. C'est pas évident. Heureusement qu'on n'est pas à Mayotte. Mais par la suite, cela permettra de réduire les incidents dus aux événements climatiques, tempêtes et orages. Merci à notre interlocuteur privilégié, M. Dafis, pour tous les services rendus. On continue. Le terrain multisport à côté du collège, il est achevé, déjà utilisé par de nombreux jeunes qui sont très heureux de cette belle réalisation. En plus, il y a des agrès de fitness, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique. Bon, le coût est d'environ 170 000 € TTC, subventionné à hauteur de 70% par l'Agence nationale du sport, l'État, le département et la CAF. Une réflexion est engagée sur la faisabilité de la construction d'un gymnase. Par la suite, nous souhaitons y associer la communauté de communes. Les travaux sur les bâtiments. Des travaux à l'école élémentaire ont été réalisés, ceci pour permettre l'intégration de la classe de maternelle dans de bonnes conditions. Du coup, tous les enfants sont dans le même bâtiment, c'est une bonne chose. En 2025, on prévoit une isolation phonique de la cantine, ainsi que l'achat de nouveaux jeux pour aménager la cour de récréation des enfants de maternelle. Des travaux aussi ont été réalisés à la salle polyvalente, un peu de menuiserie, d'électricité et la toiture qui a été suivie. Des travaux également à la salle de judo suite à des infiltrations d'eau de pluie. Quelques travaux dans des logements communaux. Et d'ailleurs la réfection complète d'un logement insalubre et vacant qui est maintenant loué à une famille. Une partie de ces travaux a été réalisée en régie. Je remercie nos agents des services techniques et les agents en charge des bâtiments pour la qualité de leur travail. En 2025, nous allons signer une convention avec le SDE 24 pour nous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de rénovation de notre patrimoine en identifiant les bâtiments rénovés et en réalisant des études énergétiques. Nous validerons ensuite un programme de travaux de 2026 à 2029. Merci au SDE 24. Sur la voirie, ce n'est pas forcément le plus facile. J'ai un adjoint qui connaît bien le sujet, même deux. Chaque année, un programme de voirie est mis en place. Plusieurs tronçons de routes et de chemins sont concernés. Il faut gérer aussi les problèmes d'eau pluviale. Nous continuons les études sur d'autres secteurs, notamment la D689. Des travaux importants devront être réalisés d'ici 1 à 2 ans maximum. Le budget alloué au total à tous ces travaux, voirie, eau pluviale, etc., était d'environ 150 000 € en 2024. Tous les travaux effectués sur la voirie à proximité par Enedis pour les lignes électriques, par NGE pour la fibre, par Périgord Habitat pour l'assainissement, perturbent les riverains et salissent la voirie. C'est vrai que ça fait des dégâts et ce n'est pas toujours évident, mais tout sera remis en état au fur et à mesure de la fin des travaux. À l'ancienne déchetterie où il y a des dépôts de matériaux et autres,
dû aux travaux qui sont faits à la Bosnie, à la résidence à Bosnie, par le Périgord Habitat. Tout sera nettoyé à la fin des travaux et l'ancienne déchetterie sera vraiment très propre. L'éclairage public. Par souci d'économie, une extinction de l'éclairage public est effective de 22h30 à 6h du matin. Seuls quelques points dispersés restent allumés. En 2023, un programme de changement des éclairages obsolètes a été réalisé pour un coût d'environ 25 000 € par an sur 7 ans, avec 14 600 € à charge de la commune, mais on a aussi du fonds vert, donc finalement le reste à charge est moindre. Et normalement, ça continue jusqu'en 2030. Mes remerciements également au SDE 24 qui s'occupe de l'éclairage public. Oula, le sujet qui fâche. Le SMD 3. La redevance incitative et le fonctionnement de la collecte des ordures ménagères ne donnent pas satisfaction à toute la population. Nous n'avons pas la compétence, mais nous signalons au SMD 3 tous les problèmes rencontrés ainsi que les réclamations des abonnés. Nous sommes conscients que des améliorations peuvent être effectuées et j'espère que dans l'avenir ce sera le cas. Malgré tout, comme les autres maires qui ont dit un mot sur le SMD 3, rien ne justifie les incivilités commises par une minorité de personnes qui déposent les sacs noirs au pied des bornes. Car des animaux errants ouvrent les sacs et l'environnement est pollué de déchets. En fait, vous pénalisez les habitants qui habitent à proximité. Je rappelle que des contrôles sont faits par le SMD 3 avec des amendes à la clé. Donc, chaque foyer doit détenir une carte d'adhérent au SMD 3 pour accéder au PAV et à la déchetterie. Merci à tous de votre comportement exemplaire. Je rappelle que nous sommes dans le programme Petite Ville de demain. Au cours de ce mandat, une opération de revitalisation du territoire a été lancée par la communauté de communes pour la période 2022-2026. Ceci pour appuyer la politique intercommunale en faveur de la réhabilitation de l'habitat ancien, renforcer l'attractivité commerciale en centre-bourg, faciliter et accélérer les projets à travers des dispositifs expérimentaux, mieux maîtriser le foncier, réhabilitation de l'habitat ancien, ce qui concerne les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, pour toute rénovation d'un logement ou de création dans des immeubles anciens, ceci dans un périmètre défini. Il existe des aides de l'ANA, bien sûr sur certaines conditions, notamment de revenus. Par contre, il y a des aides de la communauté de communes pour 250 000 € par an pour tout le territoire, ce qui est quand même très important, et je les remercie. Et des aides de la commune pour 15 000 € par an pour le ravalement de façade et les accès séparés dans les immeubles. Grâce à ce programme, plusieurs investisseurs se sont manifestés et de nombreux bâtiments ont été achetés pour être rénovés. Je peux citer l'immeuble et les terrains de la famille Plazanet, au rez-de-chaussée aménagement d'un bar à bière et à vin avec restauration rapide, qui devrait ouvrir d'ici quelques mois, et des appartements à l'étage également. Nous avons aussi l'immeuble de la famille Vala, au rez-de-chaussée, installation de la nouvelle pharmacie, et déjà un appartement à l'étage. Un immeuble acheté pour création d'un cabinet d'ostéopathie et d'un cabinet de médecine chinoise. Je crois que les travaux sont achevés, ou pratiquement. Un immeuble acheté pour création d'un cabinet de psychologue. Achat d'un immeuble à côté de la mairie pour création de 4 ou 5 appartements. Les travaux sont en cours, je crois qu'il y en a un qui est achevé, l'autre qui est en cours. Pour création de logements. Un terrain sur la route de l'Étang pour construction de 7 ou 8 maisons. Plusieurs achetés qui sont vacantes en cours de restauration. Donc ce qui est déjà pas mal. Et je pense que ça va continuer. Par rapport à l'habitat, j'ai parlé de l'habitat et des aides de la communauté de communes. Et je remercie Romain Sandouchi, qui est le responsable du service habitat à la communauté de communes et qui a inscrit avec ses services tous les dossiers. Il nous reste encore un certain nombre de projets à réaliser, mais nous devons être prudents au niveau des finances. En effet, le département qui subventionnait des projets tous les ans
n'en subventionne plus qu'un seul tous les 3 ans. Quant aux dotations de l'État, nous ne savons pas encore quelle baisse nous aurons au vu des annonces de ces derniers mois. Avec cette instabilité politique, il n'est pas facile de se projeter, mais nous ferons le maximum pour faire au mieux, ce que nous avons toujours fait depuis maintenant 5 ans. Je vais reparler maintenant du monde associatif, culturel et sportif. Il est très important de les soutenir. Les associations participent au rayonnement de notre commune. Elles organisent des manifestations sportives, festives et des événements divers. En 2024, j'ai cité toutes les associations soutenues par la mairie. Cette année, je vais simplement vous lister tous les événements déjà programmés, sachant que d'autres vont l'être dans les semaines qui suivent. Vous pourrez constater que les manifestations sont nombreuses et variées. Bon, ceci pour éviter d'entendre quelquefois qu'il y a rien à tenir, mais on n'entend pas souvent. Donc ça va. La plupart d'entre elles sont organisées d'ailleurs tous les ans. Alors on va commencer bientôt par les nuits de la lecture du 20 au 26 janvier organisées par le Centre social et culturel, avec une inauguration le 20 janvier à 18 h à la mairie de Thenon. On a aussi, je vous le rappelle, des séances de cinéma à Thenon, 2 séances par mois. Et à chaque fois, on a 30, 40, 50 personnes, et puis on a atteint les 80 ou 100 personnes, ce qui est quand même une bonne chose. Tous les ans, nous avons aussi des lotos organisés par le comité des fêtes, l'IPED, le judo, les pompiers. L'IPED, qui est l'association des parents des élèves des écoles, organise aussi le carnaval des écoles. Merci à son président, M. Thibard, aux membres et à tous les parents d'élèves qui s'investissent pour l'école. Merci aussi à Laurence Brasseur, directrice de l'école élémentaire, et à toutes les enseignantes. Nous aurons aussi un théâtre, le marché de Noël de la maison de retraite. Je remercie monsieur le directeur qui fait beaucoup pour les aînés. Nous aurons le salon du bien-être, le salon animalier, le salon du livre, 3 concerts pour 2025. Nous n'en avons eu qu'un en 2024, on en aura 3 cette année. L'animation du marché le mardi, 2 ou 3 fois par an par le groupe folklorique. Et n'oublions pas le club du 3e âge qui vous accueille tous les mardis pour les crêpes et le café. Merci à eux. On a aussi des expositions diverses avec vernissage par l'association Tenons les Arts, qui d'ailleurs cette année organise la journée des arts qui a lieu tous les 2 ans. Je crois que c'est au mois de juin. Également le cross du collège et des écoles. Je remercie madame la principale du collège, avec qui nous avons de bonnes relations. Nous avons aussi des repas dansants tout au long de l'année. N'oublions pas les compétitions sportives, qu'elles soient et les portes ouvertes d'ailleurs, qu'elles soient organisées par le foot, par le judo, le karaté, la boxe, le badminton et d'autres associations. Un marché de Noël très certainement par le comité des fêtes. Aussi des courses cyclistes et cyclosportives, la Périgordine et cette année le Tour du Limousin en plus. Nous avons eu des trails, des marches aussi en 2024. Octobre rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein, organisé par des anciens pompiers Nicole. Et November en faveur de la lutte contre le cancer des hommes, organisé par Arnaud et toute son équipe de bénévoles. Merci à tous. Mais sûrement qu'il y aura encore de manifestations. Mais c'est déjà une bonne chose. Et il manque encore le Festimood. Vous avez un repas avec de l'ambiance musicale. Il y aura des surprises cette année. Mais je peux annoncer que le vendredi 25 juillet, il y aura le groupe Nado. Tout le monde connaît le groupe Nado, ça va être vraiment super aussi. Nada, oui, voilà, il faut le prononcer en patois. Donc, moi, je prononce en français. Voilà, c'est juste un aperçu des différentes activités qui ont lieu tous les ans, mais d'autres vont se rajouter pour 2025. Et bien sûr, chaque association fera sa communication en temps et en heure. En 2025, notre soutien financier, parce que c'est important, sera égal à celui de 2024. Je remercie Dominique Bourré et Francine Bourra pour leur étroite collaboration avec toutes les communes, ainsi que pour les aides matérielles et financières qui nous sont apportées à la fois par la communauté de communes et le département. Merci également à tout le personnel et aux élus de la communauté de communes. Je laisserai à Dominique le soin de parler des différentes zones d'activité économique, ainsi que des projets en cours, notamment sur Bellevue, la Besse,
Je rappelle que Mademoiselle Tesser construit un nouveau bâtiment pour se développer et il y aura une création d'emplois, 15 à 20 emplois dans les mois ou les 2 ans qui viennent. Également le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui devrait se finaliser dans les mois qui viennent. Mais c'est un gros boulot. Nous savons que la loi ZAN est très contraignante et va entraîner une diminution importante des terrains constructibles. Je remercie M. Malo, le directeur du service urbanisme, en charge de l'élaboration du PLUI, ainsi que ses collaborateurs. Et merci à Bertrand Cagnard, qui est le vice-président de l'urbanisme, et qui a aussi du boulot, parce qu'on sait que le PLUI, c'est pas simple, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je rappelle aussi qu'un nouveau local a été créé pour intégrer la maison France Service ainsi que l'office de tourisme qui est ouvert à l'année. Ce sera un plus pour notre commune. Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissement personnel et professionnel. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, notamment pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine et les difficultés. Je souhaite ardemment que cette nouvelle année soit guidée par les valeurs qui devraient toujours nous animer, collectivement, celles de la solidarité, de la fraternité, du partage et de la confiance. Prenez soin de vous, soyez fiers de ce que vous faites, profitez de tous les bons moments et sachez que mon conseil municipal et moi-même seront toujours à vos côtés. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et dont les familles sont plongées dans la peine. Merci de votre attention. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des administrations, des pompiers, je vois, il y a peut-être des gendarmes quelque part, mais là va, oui. Mesdames et messieurs, chers Tononaises et chers Tononnais. Donc, oui, ce soir, d'abord, je ne sais pas si Francine Bourrin est arrivée, ce soir il y avait 4 vœux, c'est la grande ronde des vœux, comme je dis, qui a commencé la semaine dernière et qui se terminera le 30 janvier. Donc ce soir, il y avait les vœux de la préfète et du président du département, donc Francine y était. Après, elle s'est arrêtée à Saint-Antoine-de-Broche, et moi j'étais à Saint-Orse, et j'arrive ici. Voilà, donc demain ça continue, donc c'est des instants de convivialité, donc on remercie en tant qu'élu du territoire et du canton les différents maires qui nous invitent. Merci Jean-Luc, ça permet à la fois de rencontrer les uns et les autres dans un moment d'amitié, de convivialité. Ici la salle est pleine, donc c'est des moments importants. Et d'autre part, je vous souhaite beaucoup de bonheur en 2025, la santé, de réussir dans vos projets et d'arriver à tout ce que vous souhaitez. Alors, quelques mots sur la communauté de communes. Si Francine arrive, elle se cache. Bon, qu'elle dira quelques mots sur le département. La communauté de communes. Il y a 3 domaines dans lesquels on intervient principalement. Là, je t'ai entendu à la fin de ton discours, donc tu as parlé d'économie, tu as parlé de services à la population. Donc c'est les 3 domaines sur lesquels on intervient. C'est 1, l'économie, 2, les services à la population, et 3, l'aide aux communes. Sur notre territoire qui est assez vaste, puisqu'il va de Sainte-Trine, dans l'ancien canton d'Exideuil, jusqu'à Aurillac du Périgord, et après jusqu'à Fosmagne d'un côté, et la Feuillade de l'autre. Donc l'économie, alors c'est notre priorité. Il y a différentes choses sur lesquelles on intervient. Les premières, c'est les créations des zones d'activité. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, pas plus ici qu'à Terrasson ou à Hautefort ou ailleurs. Donc, on achète des terrains.
Une fois qu'on les viabilise, on essaye d'installer des entreprises. Mais face à nous, il y a plein d'administrations diverses et variées qui, on croirait qu'elles font tout pour nous empêcher d'avancer. Alors, surtenant, tu le sais aussi bien que moi, il y a des fouilles archéologiques comme à Terrasson qui ont été prescrites. Alors, on est dans un site, dans un département où il y a pas mal de vestiges archéologiques, certes, mais ça bloque un peu tout. L'exemple très pratique, à côté du cabinet vétérinaire, là on a acheté les 4 hectares, on les a achetés, et quand on a posé le projet, le certificat, le permis d'aménager, on a eu la surprise de recevoir une lettre de la DRAC qui nous disait attention, il faut faire des fouilles préventives. Alors on a été très surpris, on a essayé de négocier, mais on nous a dit, préfet, préfète, tout le monde y compris, que ce n'est pas la peine qu'on se batte contre la DRAC. Alors, M. Malo s'en est occupé puisqu'il est là. On a obtenu que les fouilles se fassent assez rapidement, elles se sont fait en mai, et on vient de recevoir le rapport que maintenant. Alors, pour faire les fouilles, il y a 2 organismes qui peuvent les faire, c'est soit l'INRAP au niveau national, soit le service archéologique du département. Le service archéologique du département a une liste d'attente impressionnante, donc il ne faut pas y compter. Donc c'est l'INRAP. Donc on allait pleurer auprès de l'INRAP. Là, ils nous ont à peu près écoutés, ils sont faits assez vite, puisque les fouilles préventives ont été faites en mai. Le responsable des fouilles, un brillant intellectuel très sympa, nous a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose. Et on a trouvé un petit vase qui est dans un site funéraire de moins 600 avant Jésus-Christ. Vous n'étiez pas né, mais bon. Donc, vous inquiétez pas, il y aura 1000 mètres carrés, peut-être qu'ils vont être gelés, c'est tout. Alors, on a attendu des mois et on a reçu il n'y a pas longtemps le rapport de la DRAC qui nous dit c'est plus 1000 mètres carrés, c'est 5000. Voilà, et on a quand même réussi à obtenir de ne pas faire les fouilles définitives dessus, parce que ça c'est des fouilles préventives, après il faut des vraies fouilles, parce que là c'était des centaines de milliers d'euros, et il est clair qu'on n'avait pas intérêt à y aller. Mais vous voyez le délai qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Après, donc ce dossier va avancer. Le dossier qui nous met le plus en colère, tu en as parlé, c'est Mademoiselle Dessert. En son temps, on avait réussi à amener Mademoiselle Dessert ici. C'est avec Francine, on commençait à travailler ensemble, et ça se passait dans un repas à l'Orée du Bois. Et il y avait la région, il y avait différents financeurs possibles, et quand on leur a expliqué qu'ils n'auraient rien s'ils venaient ici, ils étaient prêts à partir. Alors on les a arrêtés, Francine aura fait un peu de charme, et puis ils sont restés. Et on a mangé avec eux, et après, on a réussi à aller faire investir ici, et ça s'est développé. Et donc là, cette société vient d'avoir un nouveau partenaire financier qui est un Suisse, qui a tout un marché américain, et ils envisagent d'investir 16 millions d'euros sur le site. Mais il y a les fouilles. Donc la sous-préfète, le préfet nous a aidés, et les fouilles sont faites. Et on m'a dit, il n'y a rien. Mais on n'a toujours pas le rapport. Donc chat échaudé craint l'eau froide. Donc on attend d'avoir le rapport. Et on espère qu'ils n'iront pas investir les 16 millions à Arras, puisque ce groupe qui a 1500 salariés en Europe a d'autres sites qui demandent que ça, de ne pas le faire à Thonon et de le faire ailleurs. Alors à Terrasson, messieurs les élus de Terrasson, c'est pareil. Pujalon attend avec impatience, lui qui a perdu le marché de SVL, de s'installer, etc., etc. On a pas mal d'hectares qui sont en instance. Donc rien n'est simple dans l'économie, dans ces zones d'activité, même si on se bat. Après, on a un fonds économique, il a commencé à 100 000, 150, 200, 250 000 euros par an, que l'on met pour aider les installations de commerce. Donc ici, je ne vais pas citer les noms, parce que ceux qui n'en ont pas eu diraient pourquoi. Moi, j'en ai pas eu, les autres en ont eu, mais enfin, il y en a pas mal qui en ont eu. Et c'est 400 000 euros en 3 ans qui a été donné à ce niveau-là. Donc, Francine est la vice-présidente de l'économie et elle suit ces dossiers. Après, l'État n'arrête pas de changer ses règles. On était en ZRR.
ici. Et on a toujours été, depuis longtemps, en zone de revitalisation rurale, parce qu'on était pauvres. Et on a fait bénéficier les riches, le terrassonné, de la ZRR, puisqu'à l'époque, notre canton était en ZRR, mais le canton de Terrasson, qui était riche, n'était pas en ZRR. Donc en mariant les riches et les pauvres, ça fait un juste milieu. Mais le milieu pouvait être classé riche ou être classé pauvre. Donc en son temps, j'avais quelques relations nationales, et le président de la DATAR est un ancien député qui avait été avec moi et que je connaissais. Donc on avait réussi à faire classer l'ensemble de terrain en ZRR. Ce qui veut dire que toute installation exonérée de CFE pendant la contribution foncière économique pendant 5 ans, et après c'est de façon dégressive, et ils sont aussi exonérés d'impôt sur le revenu. Toi qui s'est souvent occupé des dossiers des uns et des autres, tu le sais, en tant que banquier. Donc ça continue. Alors ça ne s'appelle plus ZRR, ça s'appelle FRR. Mais la différence, c'est que l'exonération aujourd'hui, qu'on peut toujours décider par délibération, on n'est pas obligé, mais on peut l'accepter, mais c'est plus compensé par l'État. Donc là, on perd 80 000 € encore. L'État fait beaucoup de cadeaux. La taxe d'habitation, je ne vais pas revenir là-dessus, vous en savez quelque chose. Mais après, c'est les collectivités qu'il faut qu'ils augmentent la fiscalité ou qu'ils trouvent des recettes nouvelles pour payer les cadeaux qui vous sont faits par l'État. Donc tout ça, c'est l'économie qui est notre priorité. Après, les services à la population. Tu as parlé aussi des France Services. On est en pointe, la communauté de communes, sur ce dossier. Je remercie tous mes agents là, qui animent les France Services. On en a 3. Un à Terrasson, qui a été créé il n'y a pas longtemps. Un à Thonon, qui est à l'origine, puisque avant que les France Services existent, on avait créé, Jean-Luc, ensemble, à l'époque, les relais de services au public. C'était où est le centre social. Et ça remonte à un certain temps. Donc lorsque Macron a créé les maisons France Service, nous on en avait déjà un, donc on a été assez vite labellisé. Et depuis, on a mis une antenne à Hautefort, monsieur le maire d'Hautefort, on a créé une antenne à Terrasson, et on a fait, où on est les seuls à l'avoir, un France Service itinérant qui, dans un camping-car, se promène dans l'ensemble des communes et règle les problèmes à la satisfaction générale. On a créé un service habitat qui accompagne les uns et les autres pour la rénovation, pour les régulations énergétiques des logements. Et ici, il y a pas mal de maisons qui ont été restaurées à Thonon, grâce au conseil. Alors, je ne sais pas s'il est là, il était à Saint-Orse. C'est Romain Saducci, au fond, là, qui s'occupe de ces dossiers. Et c'est 250 000 € que l'on met par an. Après, il y a les centres d'accueil et de loisirs. Bon, ça a existé dans le cadre du centre social. Aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui va le reprendre en gestion directe. Voilà, le centre social est un peu en réflexion, et la politique d'insertion aussi risque d'être reprise, si tout le monde nous suit, à ce niveau-là. Dans les services, il y a la fibre optique, où la communauté de communes met 170 000 € par an pour accompagner la région, le département et l'État dans ces mesures. On va lancer cette année, on a commencé, mais ça va s'amplifier, d'essayer de réfléchir aux problèmes de mobilité, puisque dans nos territoires ruraux, pour aller chercher du boulot, pour aller au boulot, pour aller aux différents organismes d'aide, il y a besoin de mobilité. Donc on va créer un service. Il a été créé, mais bon, il va falloir qu'il fonctionne encore un peu mieux. Ça va être le boulot 2025, du covoiturage solidaire, avec une association Hatchoum. Donc par rapport à du Blablacar classique, eh bien là, on peut, et par téléphone, aussi par iPhone, mais par téléphone et par des tickets, réserver des trajets sur l'ensemble du territoire. On va, et cette semaine on était en négociation avec les vendeurs de voitures, acheter 2 voitures, peut-être électriques pour être à la mode, mais bon, ça fait partie aussi des préconisations, et on peut avoir du fond vert si on achète des voitures écolo, électriques. On aurait 2 voitures en autopartage, une basée à Terrasson et une basée à Thonon, qui seraient mis à disposition des uns et des autres quand ils ont besoin de voitures.
Alors, bon, j'ai dû en sauter plein, mais je vous donne que les derniers France Service que l'on fait sur notre territoire. Et le troisième volet, pour ne pas être trop long, c'est l'aide aux communes. Donc on a un service ingénierie qui accompagne les communes quand elles nous le demandent pour monter des dossiers de subvention. Voilà. On est en train aussi de créer les mobilités douces en concertation avec les communes. C'est à partir d'Affaires à vélo, de la Vézère à vélo, hein, des mobilités douces sur notre territoire. On avait un fonds d'aide à défense incendie qui fonctionne depuis 2 ans. On a tout l'urbanisme. Alors là, c'est compliqué. Je ne sais pas si on trouvera des accords avec la DDT ou si on ira au tribunal administratif contre eux. Mais là, c'est un combat de tous les jours. Alors, le ZAN, donc ça a été parlé, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire entre 2020 et 2031, on ne doit consommer, voire imperméabiliser, que la moitié de ce qui a été imperméabilisé entre 2010 et 2020. On a, dans un premier temps, comptabilisé ce qu'on avait consommé. M. Malo avait trouvé un peu plus de 500 hectares. Maintenant, pour montrer notre bonne volonté, je ne vais pas rentrer dans les détails avec la tâche urbaine et compagnie, mais on est descendu à un peu plus de 370 hectares. Et si 50% de 370, ben, ça fait pour tout le territoire sur 10 ans. Ce qui veut dire que déjà, les zones d'activité que l'on a déjà déposées ou celles qui sont prêtes à être faites, on a déjà bouffé notre capacité. Et pire que ça, et je le dis aujourd'hui, et on ne peut pas m'accuser de ne pas être pour ce dossier, mais bon, en général, je dis la vérité en face, même quand ça ne fait pas plaisir. Le parc photovoltaïque qu'on a créé, les 15 hectares, qui était le premier grand parc photovoltaïque à Thonon. 15 hectares, 15 mégawatts, 15 millions, c'était des chiffres simples. Eh bien, ce parc photovoltaïque, on devait l'étendre, ça fait des années, avec la même société JP2E, qui d'ailleurs a un projet sur Saint-Orse où je viens. Il y avait 10 hectares qui sont en négociation. Mais le problème, il y a une loi qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui fait que lorsque ce n'est pas de l'agrovoltaïsme, c'est-à-dire s'il n'y a pas des moutons ou des animaux dessous, eh bien, ça va être compté comme des hectares imperméabilisés de zone d'activité. Donc, reprendre 10 hectares de zone d'activité, même si c'est autonome, même si j'ai un côté affectif, j'ai lancé le projet il y a quelques années, eh bien, ça pose réflexion. Donc, je ne suis pas sûr qu'on sera toujours favorable pour mettre des troupeaux de moutons dessous. Il faut le présenter d'une autre manière. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on se bat en permanence. Et dans l'aide aux communes, on a une réflexion aujourd'hui qui n'est pas aboutie pour 2025. C'est pas qu'on est très riche, la communauté de communes, mais comme j'ai un directeur général qui est assez strict au niveau finance, en gros on me dit quand tu dépenses, il faut que tu réfléchisses avant comment tu vas trouver l'argent. Et on avait une situation qui n'était pas très brillante il y a quelques années, où on faisait un peu de cavalerie, où tout ce qu'on créait, c'était sur des excédents reportés qu'on prenait. Puisque les premières années, on n'était pas en fiscalité professionnelle unique, et tout ce qu'on a créé, que ce soit le financement des offices de tourisme, le financement des centres d'accueil de loisirs, eh bien, on n'avait pas de recettes transférées avec les compétences. Aujourd'hui, c'est différent, puisqu'on est en fiscalité professionnelle unique. Lorsqu'on prend une compétence d'une commune, ben on retient sur l'allocation de compensation qu'on donne à la commune ce qu'on devrait lui donner. Voilà, donc ça devient pour les services existants. Mais quand on crée un service qui n'était pas financé avant, ben c'est pour nous. Donc tout ça, on est à peu près équilibré et on a un fonds d'excédents reportés assez important à la communauté de communes. Donc se pose la question, est-ce que dans des moments qui vont s'avérer difficiles dans l'avenir, il vaut mieux garder cette poire pour la soif, ou est-ce qu'on peut aller piocher dans ce fonds? Et si on y allait piocher, ça serait pour revenir en compensation de la politique du département qui n'a plus d'argent et qui va de moins en moins financer les communes, aussi bien au niveau associatif qu'au niveau investissement, eh bien, de mettre une règle que chaque commune ait droit à être financée à 25%, par exemple, comme le faisait le département, d'un investissement sur un mandat pendant les mandats. Donc il y a une réflexion là-dessus.
pour augmenter notre politique d'aide aux communes. Voilà, j'ai que trop parlé, mais c'est vrai que tout ça, vous allez recevoir un journal qui a pris beaucoup de retard pour être distribué, parce qu'on l'a reçu qu'aujourd'hui, alors qu'on nous l'avait promis il y a 15 jours, et dans lequel il y avait des invitations pour les vœux. Donc vous allez le recevoir en retard, mais vous allez le recevoir quand même. Donc ce soir, c'est l'occasion de vous donner les grandes directions de la politique communautaire de ce territoire. J'en termine en vous disant qu'il y aura des vœux sur lesquels vous êtes tous invités. Il y en a le jeudi 23 janvier à partir de 19h, c'est à Terrasson, c'est les grands vœux de la communauté de communes. Je vous promets qu'on sera très court, parce que par rapport à l'année dernière où on a été très long, et que plus personne ne veut venir parce que c'est trop long. Donc on sera court. Pourquoi ? Parce que je ne donnerai pas la parole au vice-président. Alors, il y en a un certain nombre ici. Par contre, ils auront le droit de parler 3 minutes avec une visio, où ils parleront de leur dossier en 3 minutes. Et puis moi, j'essaierai de parler un peu derrière. Donc le 23, vous êtes tous invités à Terrasson sur quelque chose qui ne dépassera pas 1 heure. Voilà. Et 8 jours après, alors ça c'est avec votre argent qu'on vous invite. C'est comme ça, puisque... Voilà. Mais 8 jours après, c'est plus avec votre argent, c'est avec l'argent de Francine Bourra et Dominique Bousquet, en tant que conseillers départementaux, qu'on vous invite encore à une autre cérémonie de vœux assez amicale et conviviale, où on essaiera de ne pas dire trop de mal du département, parce que même s'ils n'ont plus beaucoup d'argent, des fois il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Donc ça sera donc le 30, et là ça aura lieu au Lardin, ça sera la cérémonie des vœux de Francine et de moi. Donc les deux, vous êtes invités, bonne année, et puis merci. Je laisse la parole à Francine. Merci. Alors moi je vais m'avancer parce que comme j'étais dans le coin et j'ai vu qu'on ne voyait pas, on ne vous voit pas. Ouais, voilà. Donc merci pour ton invitation, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes et conseiller départemental, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des pompiers. Voilà, donc, tu as expliqué pourquoi on était en retard et on s'en excuse, évidemment. Il y a des vœux simultanés, comme maintenant tous les soirs pratiquement. Alors moi, je suis là simplement pour vous parler et pour vous donner rapidement quelques chiffres et quelques données sur le département, parce qu'effectivement, vous payez des impôts, mais c'est peut-être bien que vous sachiez à quoi ils servent. Donc le département, comme vous l'avez évoqué tous les deux, il y a des difficultés financières, comme toutes les collectivités aujourd'hui. Vous avez sûrement dû entendre parler de ce que l'on appelle l'effet ciseau. Donc l'effet ciseau, ça veut dire qu'on a de moins en moins de recettes et on a de plus en plus de dépenses. Donc le département a des dépenses obligatoires, donc je vous les donne tous les ans. Et donc là, je vais vous citer les principales, celles qui, à mon sens, doivent retenir l'attention. Alors, tout d'abord, donc les dépenses à caractère social, donc c'est la vocation, c'est les compétences obligatoires du département. Elles représentent 40% du budget aujourd'hui, soit 287 millions d'euros. Alors, il y a 2 postes. Alors, le social, c'est quoi? Donc, c'est la PAS, c'est la PCH, c'est le RSA, entre autres. Et il y a 2 postes qui, aujourd'hui, méritent qu'on s'arrête 5 minutes dessus, pas 5 minutes, mais 30 secondes dessus, notamment, donc, ce qui concerne l'APA, donc, c'est l'aide personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, qui va atteindre pour la première fois 100 millions d'euros. Dans le département. Donc effectivement, il y a 14 500 allocataires aujourd'hui. Les allocataires sont de plus en plus en augmentation. On est un département, 3e département, je vous le dis chaque année, je crois, 3e département le plus vieux de France. On est ravis d'avoir dans nos associations, et c'est grâce à eux, grâce aux personnes âgées aujourd'hui, que ces associations vivent dans nos petits territoires, et on les remercie infiniment. Par contre, malheureusement, en vieillissant, des fois il y a des difficultés et la maladie est parfois là, donc effectivement on a besoin de l'APA. Voilà, donc c'est le plus gros poste de dépense du département aujourd'hui au niveau social. Et le deuxième, je vous en parle aussi chaque année, mais je suis désolée, mais c'est vrai que c'est très très important, c'est l'aide sociale à l'enfance.
L'aide sociale à l'enfance, ce sont les enfants qui sont mis sous tutelle du département. Et moi, jusqu'à maintenant, j'avais 1400 enfants, le chiffre de 1400. Germinal Perrault vient de dire à la préf 1700. Donc, vous voyez, c'est encore pire. Donc, on a aujourd'hui 1700 enfants qui sont sous tutelle et qui sont à la charge du département. Donc, ces enfants, il faut les nourrir, les loger, les éduquer, les héberger. Et donc notamment c'est l'hébergement qui a pris 19% d'augmentation cette année, ce qui fait que le budget de l'aide sociale à l'enfance va atteindre 85 millions d'euros. Voilà, donc je tenais à vous donner ces plus grosses dépenses au niveau du département. Après il y a le SDIS, donc messieurs les pompiers, vous êtes là. Donc bien évidemment on met volontiers sur le SDIS, mais c'est pas assez encore. Il y a eu une augmentation de 3%, on va atteindre les 20,7 millions d'euros cette année, et je sais que vous devez encore acheter du matériel et que vous n'avez pas, mais on ne pourra pas aller au-delà parce que le département connaît quelques soucis financiers que je vais vous développer tout à l'heure. Les autres dépenses, c'est également sur les routes, bien sûr, donc 35,5 millions d'euros qui ont été mis en 2024, donc 10 millions pour l'entretien et 24 millions pour l'investissement. Et la dernière compétence obligatoire, ce sont les collèges, où il a été mis 4,3 millions d'euros, notamment pour la rénovation énergétique des collèges. Il y a 28 collèges sur le département, donc ils n'ont pas tous été faits, bien sûr, mais petit à petit, le département essaye effectivement de les rénover. Voilà, ce sont les postes de dépenses les plus importants. Alors, il y a des dépenses, il faut bien avoir des recettes. Les recettes, vous savez que le département, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt du département. C'est pas possible, puisqu'il ne prélève plus l'impôt. Donc, alors on peut s'en réjouir d'un côté, mais d'un autre, ça veut dire qu'il n'a aucune autonomie aujourd'hui, et ça veut peut-être dire qu'on va peut-être un jour vers la mort des départements, parce que qui n'est pas autonome aujourd'hui, c'est compliqué. Alors la seule source de recettes pour les départements aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. C'est quand vous allez chez le notaire, que vous faites des transactions immobilières, il y a une part qui revient à l'État et une part qui revient au département. Donc, suite au Covid, il y avait eu une forte augmentation donc, de ces DMTO qui avait atteint 91 millions d'euros en 2023. Et aujourd'hui, on s'est redescendu et on est à 51 millions d'euros. Donc, il y a un delta de 40 millions d'euros qui manque effectivement sur le budget. Donc, mais bon, sur ces DMTO, le département n'a aucune action, bien évidemment. Hein, donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, les leviers d'action du département, il n'y en a pas. Voilà. Alors, suite à ça, on en arrive effectivement... Alors, il y a un autre poste dont je voulais vous parler, c'était la fibre. La fibre, il y a eu 10 millions d'euros qui ont été investis en 2024, il y aura 7,5 millions d'euros en 2025. Ça va faire à peu près 225 000 prises qui seront posées. Au total, quand tout l'ensemble du département sera fibré, il y en aura eu pour 60 millions d'euros. Voilà. Donc la fibre, c'est nécessaire forcément pour le développement économique, mais aussi pour le tourisme, puisque quand vous avez les uns et les autres des gîtes, et vous savez que s'il n'y a pas aujourd'hui Internet dans les gîtes, c'est compliqué pour louer. Donc c'est une nécessité, mais ça coûtera au final effectivement 60 millions d'euros. Je vous ai dit que la situation financière n'était pas brillante. Effectivement, la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire recettes moins dépenses brutes, a diminué de 10,6 millions d'euros. Et pour la première fois depuis que le département existe, la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire dépenses moins recettes moins les emprunts, est négative. Autrement dit, on vit au-dessus de nos moyens. Voilà. Donc face à ça, qu'a décidé le département ? De réduire, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Jean-Luc, de réduire de 30% l'aide au monde associatif. Donc, il y a des présidents d'associations ici. Vous avez dû recevoir déjà une lettre, ou si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas tarder à la recevoir, avec une diminution des subventions donc de moins de 30%, et certaines se sont même vues diminuer de 50%. Alors, quand on a des salariés, ça va peut-être coincer à un moment donné. Voilà. Mais on n'avait pas le choix. Ensuite, il y a des économies au niveau du fonctionnement, notamment au niveau des frais généraux, donc, où on essaye de serrer les boulons un petit peu partout. Il y aura un non-remplacement des agents à hauteur de 40 agents par an. Donc tout ça pour diminuer la masse salariale. 40 agents, donc souvent ce sont des départs à la retraite, qui ne seront pas remplacés. Et ensuite, il y aura certains investissements qui vont être reportés, bien évidemment.
quand on ne dégage pas d'excédent en fonctionnement, c'est difficile de faire de l'investissement. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est Benac. Alors, je vais essayer de vous résumer en 3 mots parce que je crois que plus personne n'y comprend rien. Et vous expliquer un petit peu où on en est au niveau de Benac. Donc vous savez que Benac, il y avait eu une autorisation, donc je ne vais pas revenir sur les délais, ce qu'on a respecté ou ce qu'on n'a pas respecté, ça c'est pas mon problème, c'est au niveau de la justice. Donc des piles ont été construites suite à cette autorisation qui avait été donnée par Madame la préfète quand elle était partie. Des piles ont été construites. Aujourd'hui, elles sont là, donc elles ont coûté 26 millions d'euros. Au total, les piles plus les ouvrages qui ont été faits à côté. Donc là-dessus, il y a eu des associations d'opposants qui se sont donc opposés. Donc la justice leur a donné raison. Ils ont été condamnés en 2023 à verser, alors, parce qu'on devait démolir, il faut que j'aille dans les étapes, il ne faut pas que je les brûle. Le département, donc suite à ça, le département a été condamné à démolir. Or, le département ne veut pas démolir quelque chose qui a été construit, ce qui est logique, et gaspiller 26 millions d'euros. Donc, ils attendent. Par contre, chaque jour qu'on attend, on paye ce qu'on appelle des astreintes. Donc, en 2023, le montant des astreintes pour lequel le département a été condamné à payer, le montant était de 489 000 euros. Ces 489 000 euros ont été répartis équitablement sur les 3 associations d'opposants. Le 16 avril 2024, la Cour administrative d'appel a condamné le département à verser 1 433 000 euros d'astreinte. 933 000 sont revenus à l'État et 500 000 sont allés aux 3 associations d'opposants. Sur ce, le 5 novembre 2024, monsieur le préfet est parti, mais avant de partir, il a donné l'autorisation de construire, alors non plus la déviation, maintenant on parle de boucle multimodale. Alors c'est quoi la boucle multimodale? Ça comprend non seulement la déviation, la fameuse déviation de Benac, mais c'est beaucoup plus large. Donc ça comprend le château de Ferrac, la gare de Ferrac, le château des Milandes, le château de Castelnau, et on revient sur Benac. Et là, pourquoi une boucle multimodale? C'est tout simplement pour faire des pistes cyclables, des navettes électriques, tout ce qui pourra permettre effectivement d'aider aux touristes, parce que c'est ce qu'on appelle le triangle d'or, et c'est là où il y a le plus de touristes manifestement en Dordogne, donc qui permettrait effectivement écologiquement et vous avez compris, pour l'environnement, de pouvoir effectivement faire un projet qui pourrait aller dans ce sens-là. Cependant, ce projet coûtera 51,2 millions d'euros, mais il reprendra les piles qui sont déjà construites et évitera de les déconstruire. Alors, on en arrive à l'absurde, ce que j'appelle une situation absurde, puisque d'un côté, le préfet a autorisé de construire ce nouveau espace, cette boucle multimodale, mais de l'autre, il y a toujours le recours en justice des opposants qui continuent à courir avec la fameuse démolition. Si jamais ils ont raison, d'un côté, on sera condamné à démolir pour ensuite reconstruire de l'autre côté. Voilà, c'est ce que j'appellerai. Donc je me permettrai de vous dire suite au prochain épisode. Voilà ce que je tenais à vous dire brièvement donc, sur le département. Donc il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux de santé, bonheur, malgré effectivement ces situations qui sont un peu compliquées aujourd'hui, un peu compliquées pour toutes nos collectivités, qu'on soit dans le département, qu'on soit à l'État, alors on n'en parle même pas, et nous, les élus locaux, où c'est compliqué tous les jours, mais on se bat, on a du courage, comme vous d'ailleurs, et on sera résilient. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et merci de m'avoir écouté. Merci Francine.